Sur le culturel 2.0, aujourd'hui, on reçoit quelqu'un qu'on a rencontré en personne le 1er mars. Et c'était au départ de l'autobus de tournée de l'Orchestre métropolitain. Et on l'a trouvé tous les deux super sympathique. Bonjour, Hugo Meunier. Hugo Meunier. Bonjour. Allez. Tu vas bien? Oui, ça va bien. C'est quand même, ça paraît très bien comme rencontre. On s'est rencontrés dans la tournée nord-américaine avec l'OM. Fait que, oui, c'est ça. On n'a pas Tu as des vies plates. réalisé un reportage Oui. formidable. Oui. Franchement, sur Urbania, là, wow, Oui, franchement. oui, oui. Qu'on peut Non, c'est- toujours écouter, j'imagine, en allant. À partir de sa page Facebook, on fait Certainement. Sur le Micromag, aussi sur le site d'Urbania. Mais oui, on a été chanceux parce qu'on a été NBD en bon français avec vous. Fait que c'était le fun de vous voir dans la routine, là, pas juste dans les belles tenues de soirée pendant les spectacles, mais dans vos répétitions. Moi, je suis marqué par vos répétitions dans les chambres d'hôtel. Comment? Ben, pour vous, c'est la routine, mais pour les gens, les néophytes, de se promener dans les couloirs, d'entendre les gens pratiquer, puis à ce niveau-là, c'est un souvenir que je vais garder longtemps. Alors, le 16 du mois, tu vas lancer ton quatrième bouquin comme auteur. Et le titre est quand même assez racoleur, merci. Les péchés ordinaires. Oui, là, je vais name dropper. C'est Pierre Huet, le parolier, qui m'a inspiré le titre parce que j'étais bien embêté et j'avais soumis, chose que je fais pas souvent, soumettre des idées, des appels à l'aide sur Facebook et je l'avais fait pour mon titre. J'avais pas, je savais pas quoi mettre comme titre encore et je voulais juste y aller sur les vices, les péchés tout court, quelque chose de court et Pierre Huet a écrit, a commenté, a dit, bon, ben, les péchés ordinaires, me semble que ça serait pas pire. Et bon, ben, comme il a fait quand même quelques bonnes choses en musique, j'ai fait confiance, là. Je me dis, bon, il y a quand même un peu d'expérience. Mais oui, c'est mon nouveau quatrième roman adulte, mais moi, j'ai une vie aussi d'essai avant. Comme journaliste, souvent, la porte d'entrée dans la littérature, c'est l'essai. Et j'avais fait quelques essais, un sur la santé mentale avec Katia Gagnon, un sur une infiltration que j'avais fait chez Walmart dans le temps. Et ça m'a mené graduellement vers le roman. Et Les péchés ordinaires, ben, c'est mon meilleur. Et là, je vous remercie. C'est la première fois que j'en parle. Fait que je ne suis pas encore rodé là, dans mon pitch. Là, mais au départ, c'était comme un recueil plus de nouvelles. Et avant de comprendre qu'on n'achetait pas ça, des livres de nouvelles, des recueils de nouvelles, j'ai décidé de relier mes histoires et d'appeler ça un roman choral. Donc, je suis un génie, ni plus ni moins. Justement, raconte-nous un petit peu de quoi ça parle. Ben, c'est parce qu'on a jeté la religion dans l'évidence. Et pourtant, les péchés, nous sommes tous des pécheurs à différents degrés. Et c'était un peu une remise à niveau ou une réactualisation de ces péchés-là. Si on prend par exemple la vanité ou l'orgueil, ben, nous sommes tous, moi je suis le premier à pécher d'orgueil de par ma vie virtuelle. J'aime, tu sais, hier, comme tout le monde, j'ai mis des photos de moi avec mes lunettes. Je pense que j'en ai mis, je sais pas moi, 10. Donc, c'est une façon un peu de se mettre en scène. Quand je fais des voyages avec ma famille, ben là, on est merveilleux, on est la plus belle famille au monde, on s'aime. Et pour moi, c'est des péchés quand même qu'on vit encore. La colère, bon, mais tous les féminicides qu'il y a eu dans les dernières années, pour moi, c'est la jalousie aussi, ça peut entrer là-dedans. Donc, à toutes les fois qu'on lit les nouvelles, on est entouré de pécheurs, mais on a tout le temps campé les péchés capitaux dans une dimension qui est religieuse. Et moi, j'ai voulu les dépoussiérer un peu de l'Église pour les raconter. Et l'idée, c'était, j'aurais pu le sous-titrer en disant c'est un livre à lire devant le miroir, parce que l'idée, c'est de raconter des histoires qu'on a tous un peu vécues. Et moi, c'était ça ma prémisse de base. C'était, je veux que le lectorat, les gens qui vont lire ça, vont se dire, oui, ben, je coche à ça, mais à différents degrés. C'est sûr que si on est 100% pêcheur intense dans quelque chose, ben, ça peut mal virer. Puis il y a certaines histoires qui virent mal, mais je voulais pas des histoires, je voulais pas des drames ou des revirements épouvantables. Je voulais des histoires assez banales, finalement, qui mettent en scène nos vices à tous et chacun. Alors, Donc, tu pourrais dire que c'est un peu autobiographique.
C'est peut-être mon plus autobiographique, bizarrement, parce que j'en ai fait d'autres et j'essaie tout le temps de garder une bonne distance avec mon œuvre. Mais là, oui, là, moi, j'ai fait l'introspection de me regarder dans le miroir. Évidemment, je coche pas tous les vices. Je suis certainement gourmand. Oui, je suis coupable pour la gourmandise, mais tu sais, les autres, la jalousie, tout ça, moi, c'est pas là, mais j'ai puisé un peu ailleurs. Mais je dirais que je peux aller trop loin dans mon cercle pour pêcher mes histoires. Et même dans les médias, il y en avait une qui m'avait vraiment marqué, qui est l'inspiration de mon histoire de jalousie. C'est à un moment donné, c'est une histoire qui a fait les manchettes. C'est un homme qui s'était rendu dans le sud avec sa blonde. Il y avait une histoire de jalousie. Il l'avait assassiné. Il avait repris l'avion pour revenir. Puis moi, depuis longtemps, cette histoire sur comment tu peux avoir cette force mentale-là de prendre l'avion, présenter ton passeport, t'asseoir, la personne qui passe avec son cabaret pour te proposer de quoi à boire, répondre, sortir de l'aéroport. Juste comment ça doit se passer dans ta tête quand tu as vécu un crime comme ça. Après, ça me hantait. Fait que, vu que j'ai jamais vu le résultat et les réponses à ces questions-là, j'ai décidé de l'inventer. La somme, euh, la somme de tes péchés prend quand même 400 pages. Alors, tu es un Oui. écrivain généreux, tu sais, ou un penseur invétéré. Oui, peut-être. Ben, j'ai eu de l'aide, hein? Fait que je me suis inspiré de tous les pêcheurs qui m'entourent aussi. Mais oui, non, mais tu sais, j'ai pas écrit non plus une histoire au jeu pour justement pas que ça soit trop autobiographique. Mais oui, ça, c'est peut-être une béquille, là. C'est une bonne chose. C'est un bon point, Winston, parce que moi, je trouve que j'écris long et en général, et là, je lis parfois des livres formidables qui tiennent à beaucoup plus court que ça. Et je me dis peut-être que ça, c'est mon prochain objectif, là, de me ramasser un peu plus. Et je me souviens, tu sais, quand c'est à l'écoute le live, elle va rire parce que ça a tout été mon défaut de journaliste aussi de trop faire long. Puis moi, il fallait passer à change ça dans mes textes. Et je pense qu'à la littérature, vu que j'ai plus ces personnes-là qui me surveillent, qui me restreignent, je peux me lâcher lousse. Et j'avoue que je fais long. Et ça fait en sorte que j'ai hâte de voir comment ça va être reçu parce que j'ai certaines nouvelles ou certains chapitres, certains péchés qui durent 3 fois moins que d'autres. Fait qu'il il y a certains péchés qui m'ont inspiré un petit peu plus. J'aimerais ça, si possible, qu'on fasse un peu le tour de tes bouquins antérieurs. Et si on commençait dans un premier temps par celui qui t'a lancé, je crois que c'est celui-ci. Oui, elle est belle la couverture, hein? Très bien, très bien. Oui. Ben, le patron, c'est ça. C'est ma porte d'entrée dans la littérature et je dois tout à Joanne Gay, que vous connaissez peut-être, qui était la patronne de chez Librex. Et elle m'avait lu dans un de mes essais et elle disait, grosso modo, c'était pas si pire ton essai, mais les bouts le fun, c'était les bouts où tu te racontais un peu puis que tu racontais une histoire. Donc, elle m'a dit, ça te tente d'essayer ça, le roman. Et là, les astres étaient alignés parce que je travaillais à ce moment-là chez Québécois et moi j'ai passé 11 ans à la presse. Quand je suis arrivé chez Québécois, je me considérais jeune et dynamique, mais je suis arrivé avec une salle de de jeunes collègues d'à peu près 20 ans qui me trouvaient déjà complètement périmé. Donc j'ai vécu cette espèce de clash générationnel-là que je vivais pas à la presse où j'étais encore relativement jeune par rapport avec la presse. Donc, je suis arrivé avec des gens qui sont nés au tournant presque du millénaire, tu sais, 1997-18. Et c'était et là, tout s'est écroulé parce que je pensais, c'est d'autres codes, c'est d'autres façons de voir les choses. On me parlait des toilettes genrées avant même que ça fasse débat comme actuellement. Et tous des trucs que moi, des notions que je comprenais pas du tout. Et donc, je raconte ça de manière très humoristique. C'est un peu le désarroi d'un patron complètement désabusé par une nouvelle génération. C'est fait avec beaucoup d'amour néanmoins. Mais bon, ça, c'est peut-être mon roman psychotronique. Je ne le conseillerais pas en premier aux gens, sinon. Puis aujourd'hui, bon, j'ai pris du galon. Il y a peut-être une dizaine de pages. Je ne le renie pas du tout, mais quand les gens venaient me voir au salon, je leur dis j'enlèverai une dizaine de pages dedans, là, tu sais, parce Alors, que ensuite, il y a eu ensuite une rencontre littéraire avec Olivia Vendetta. oui, ça a été mon blockbuster, comme on dit. Celui-là, il a bien marché. Et je suis bien fier. Ça, c'est une vengeance. Donc,
tout le monde aime les histoires de vengeance et c'est un personnage qui va régler ses comptes avec ses bourreaux du secondaire dans son conventum du secondaire de 20 ans plus tard. Donc, il a bien préparé sa vengeance. C'est une rencontre un peu entre. Mettons, j'aime beaucoup m'inspirer du cinéma dans mon écriture. Fait que je suis très fan de Tarantino. Fait qu'il y a beaucoup de Kill Bill de Tarantino, mais aussi Stephen King de Carrie, sans le côté horreur et tout ça. C'est assez jouissif pour les gens qui ont passé un mauvais quart d'heure au secondaire comme livre. C'est ce qu'on me disait. C'est pour ça que ça a marché aussi. Et ça, amené à rater. Quel titre! Et, hein, c'est ça. À ce moment-là, j'ai pas eu besoin de C'est Pierre une Huet. provocation, ça. Oui, c'est quelqu'un, puis encore une fois, c'est tellement des belles couvertures chez Stocké, c'est Axel Pérez qui les fait. Mais oui, c'est quelqu'un, ça part un peu de la prémisse d'un conflit entre un père et son ado. Un conflit que je vivais vraiment, je commençais à vivre dans ma vraie vie. Moi, tu sais, quand que le canal de communication coupe un peu avec ton enfant, alors que j'étais très, très proche de mon gars, puis là, du jour au lendemain, ben, je deviens un petit peu plate. Là, il roule des yeux, puis on se distance un peu. Donc, j'ai voulu raconter cette fracture-là, mais c'est un peu faible comme histoire. Fait que j'ai rajouté de la couche que le papa essaie de se suicider parce que toute sa vie fout le camp. Il rate son coup. Il rate son coup, mais il se retrouve pas juste handicapé un petit peu, lourdement handicapé, donc avec un fauteuil roulant qui fonctionne juste avec un appui-tête, et d'essayer de recoller les morceaux avec cet ado-là dans ce contexte-là. C'est un peu ça que j'ai voulu faire et ça a été mon roman sérieux, là. Donc, j'étais allé chercher un public un petit peu plus âgé et ça a bien marché, mais bon, j'avais très peur. J'ai une fin un petit peu audacieuse, mais bon, voilà, ça s'est bien passé finalement. Hugo, où trouves-tu le temps d'écrire? Parce que tu es quand même un journaliste chez Urbania assez prolifique et Oui, euh, c'est ça. Je suis un petit peu workaholic et j'ai la chance d'avoir aussi beaucoup de lousse, là, une blonde très compréhensive. Puis le pire, c'est que ma blonde n'est pas, elle s'emmerde pas non plus. Elle est prof. Fait que dans le contexte actuel, elle en a plein les bras, elle aussi. On a les enfants. Mais je dirais que là, mes enfants commencent plus vieux. Donc, moi, la fin de semaine, ils ont moins besoin de moi. Et vu que c'est pas une corvée, ben, tu sais, vous le savez, là, vous êtes des passionnés dans vos champs respectifs. C'est jamais du travail quand tu aimes ce que tu fais. Puis moi, aller m'enfermer la fin de semaine dans un café pendant 8 heures pour écrire, pour moi, c'est une conception de vacances. Fait que ça m'amuse des fois quand je pars en vraies vacances, puis les gens, ou tu sais, ma mère, mes parents vivent en haut de chez nous, là, on est intergénérationnel, puis là, elle me voit avec mon laptop, et comme, ben là, tu es en vacances, c'est pas le temps d'écrire, tu es en vacances. J'explique que c'est exactement ce que je fais. Je suis en vacances. Et moi, ça me repose. Et ce petit côté créatif-là, j'en ai besoin. Donc, moi, j'ai la chance aussi d'être productif. Je peux écrire vite. et donc il doit y avoir un autre roman en production. Ben oui, il y en a un autre. Il y en a même. Là, j'en ai un jeunesse qui devrait s'en venir l'automne prochain au Malin, qu'il faut que j'écrive, là, par contre. Mais j'ai déjà l'idée, j'ai commencé. Je veux me lancer là-dedans, essayer ça, parce que ma fille est une super lectrice de 11 ans. Et je me dis, j'aimerais ça toucher cet âge-là, parce que c'est formidable de la voir le matin. Tu sais, son frère est avec son cellulaire dedans, puis complètement zombie. Mais elle lit son livre en mangeant ses céréales. Puis je me dis, c'est encore la dernière génération de belles candeurs qui lisent. Des livres le matin, tu sais, on est tous sur nos ordis, tout ça. Et je me dis, j'aimerais ça faire quelque chose pour elle. C'était un souvenir. Puis après ça, ben, du adulte, certainement que je vais en faire d'autres. J'ai déjà quelques idées qui mijotent. Voilà. Question un peu plus sérieuse. Tu pratiques, et c'est toi-même qui le dis, un journalisme d'immersion. Qu'est-ce que tu veux dire par ça? Ça veut dire que je vis les choses que je raconte pour essayer de me mettre dans les souliers des gens qui vivent certaines choses. Ça a été. J'ai commencé très niaiseusement avec, je pense que c'était les clubs échangistes, là, longtemps à la presse, où je n'ai pas participé, je tiens à dire, mais je voulais me rendre dans ces soirées-là pour décrire ça. Puis j'ai quand même pris goût à ça, de vivre des choses comme ça. Et après ça, je suis allé passer une semaine dans un motel miteux pour voir c'est quoi la vie des gens qui vivent littéralement à l'hôtel, ce qui est le cas. Et graduellement, ça m'a amené à des projets plus ambitieux, comme, écoute, moi, je suis allé au journal,
au mariage de Justin Trudeau, illégalement, incognito aussi, là, dans le temps. Là, c'est pas de ma faute, c'est séparé, mais j'étais là le jour de son mariage. Et toutes ces missions-là, un peu caméléon, il y a journaliste d'immersion, mais on peut dire journaliste gonzo aussi. Ça vient des États-Unis. Et c'est un journaliste un peu plus cow-boy, là. Donc, C'est un peu participer. c'est un peu ce que faisaient les Bleus Poudres. Ah. Oui, mais tu sais, sans rien enlever au bleu poudre, ben oui, j'avoue que d'aller crasher un événement où Pierre-Éliott Trudeau est pour y poser des questions, ça prend du culot. Je suis moins là-dedans. J'admire ça, mais je suis quand même un peu plus dans effacer que ça. Tu sais, eux autres font un spectacle, ils sont déguisés, tout ça. Moi, je suis quelqu'un d'exubérant dans la vraie vie, mais quand je fais de l'immersion, je suis assez profil bas parce que l'idée, c'est d'observer et tu sais, de pas influencer l'histoire par ma présence. Donc, quand je suis allé travailler chez Walmart 3 ans, j'ai été porter mon CV, j'ai vraiment fait ça incognito dans le rayon des surgelés et de me mettre un peu dans cette position-là de c'est quoi la réalité des gens qui travaillent au bas de l'échelle. C'est un peu ça, dans le fond. Puis moi, ben, je m'étais embourgeoisé à la presse. J'arrivais là en voiture avec mon Starbucks, mes cigarettes, c'était des Dumorier. Et là, j'arrive avec des gens qui me regardent comme si j'étais un martien parce qu'ils ont un Tim Hortons ou un café qu'ils amènent dans le thermos de la maison. Ils arrivent en bus, puis ils ont des cigarettes qu'ils ont achetées à Kanessetake ou quelque part de même pas cher, des cartoons à 20$. Et là, déjà, j'aurais jamais pu faire cet exercice-là sans y aller. Et je continue à faire ça. J'ai fait une émission qui s'appelle 21 jours à TV5 où j'ai été itinérant 3 semaines. J'ai été éducateur en garderie 3 semaines, ce qui était la pire affaire parce que c'était des enfants de 2 ans qui étaient pas propres. Et là, ben, j'en fais une. Là, présentement, en vous parlant, je suis en train de faire un jeûne hydrique depuis samedi. Donc, je mange pas. On est mardi matin et je suis affamé. Parce qu'apparemment, c'est une mode, ça. Donc, je bois de l'eau seulement et il faut que j'observe c'est quoi les bienfaits sur mon corps. Puis à date, je vous dirais qu'ils sont 100% nuls, les bienfaits. J'ai juste très faim. Journalisme d'immersion. Bravo. Oui. Alors, en Alors, conclusion, on pourra se procurer ton livre, Les péchés ordinaires, à partir du 17 avril. Mais parle-nous du lancement. Tiens, invite-nous au lancement. Ben, certainement que je vous invite au lendemain. on va terminer là-dessus. Invite-nous. Ben, oui, vous êtes venus, mais en plus, je sais que la musique est importante dans votre vie. Donc, c'est un lancement sur mesure pour des musiciens et des mélomanes parce que ça se passe au Normandie. C'est un bar karaoké dans le village à Montréal. Et donc, il va y avoir une première partie lancement formel avec quelques bouchées et des livres à vendre, bien sûr. Et après ça, ça se transforme en soirée karaoké parce que moi, je suis un fan fini de karaoké. Donc, j'ai raté. Moi, je suis un musicien raté et j'essaie de me racheter avec le karaoké. C'est pas très réussi, mais mon enthousiasme est 100% véritable. Un raté sympathique. Merci beaucoup, Hugo. Merci, Hugo. Merci à vous, vous êtes fin. Merci beaucoup. Prochaine.